Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo qui est faite en complément là, à la présentation de la CAIC 2023 qui concerne PixInsight pour débutants. Alors dans cette deuxième vidéo, il va être question du pré-traitement. Alors je vais vous introduire à PixInsight, à l'environnement PixInsight, puis ensuite on va faire ensemble le pré-traitement des images, dont la calibration. En fait, je vous rappelle ici les différentes étapes de pré-traitement qui sont regroupées dans le script WBPP, Weighted Batch Pre-Processing, qu'on va voir dans quelques instants. Et évidemment, vous vous rappelez aussi que dans le pré-traitement, la première étape, la calibration de l'image, comporte certaines opérations qui vont être faites évidemment automatiquement par le script. Alors, je vous rappelle ici ces différentes étapes-là, à condition évidemment qu'on fournisse au script des light, des dark flat puis des flat. Alors, ceci étant dit, on va aller voir PixInsight. Alors, je vais arrêter le diaporama, je vais réduire ici, puis on va l'ouvrir. Alors, on a le choix, on peut aller l'ouvrir ici, double-clic. Normalement, il devrait être installé sur votre bureau. Sinon, ben, vous allez le chercher quelque part. Ça, c'est votre responsabilité. Alors, on l'ouvre ici, puis vous remarquerez qu'il y a une fenêtre ici qui va s'ouvrir régulièrement à chaque fois qu'on va faire une opération sur une image. La fenêtre va s'ouvrir, puis vous allez avoir du texte là, qui vous indique ce qui s'est passé. Alors ici, par exemple, vous avez la liste des process là, qui sont disponibles. Alors, on clique OK ici pour cette fenêtre-là, qui nous dit qu'il y a un répertoire temporaire là, qui est utilisé pour faire du swap files, là, pour se déplacer d'une place à l'autre. En tout cas, vous savez ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, premièrement, il y a l'espace de travail dans lequel on va travailler avec une ligne jaune ici verticale que je peux déplacer à volonté qui délimite la section droite de l'espace de travail. Alors, je me laisse un petit espace à droite de cette ligne-là pour éventuellement déposer des process ou des scripts, là, des outils de travail qui me permet de garder une trace de ce que j'ai fait. C'est pas la seule façon, mais c'est intéressant. Ensuite, vous avez différentes signets à droite, à gauche plutôt, dont le process console. Alors, si vous mettez votre souris dessus, il s'ouvre automatiquement. Si vous enlevez votre souris, bien évidemment, ils vont se refermer. Alors, il y en a plusieurs. Alors, le process console, c'est intéressant. Il y a aussi l'History Explorer qui va nous servir, mais qu'une fois qu'on aura fait certaines opérations sur nos images. C'est comme le nom l'indique, on va avoir l'historique de ce qui va avoir été fait sur une image. Ensuite, là, vous avez des menus. Okay? Donc, File, quand vous cliquez le bouton de gauche, on peut ouvrir des images. On parle de projet ici, mais pour l'instant, on va se garder une petite gêne. Je vous en parlerai quand ça sera le temps. On parle du FitShader aussi. On va en glisser un mot tantôt. Ensuite, dans l'édition, ici, Edit, on parle plutôt de configuration. Et là, ce qui va m'intéresser, il y en a quelques-unes qu'il faut faire avant là, pour être certain qu'on ne perd pas d'informations, que tout est sécuritaire. Alors, le premier, mettons qu'on va partir par en bas, on va monter. Donc, le deuxième ici, Miscellaneous Process Settings, vous cliquez. Et là, ce que ça me dit, ça c'est, entre autres, il y a plein d'informations ici, mais la troisième ligne, Maximum Number of Console Lines, c'est le nombre maximum de lignes dans la console. Alors, à chaque fois qu'on fait des opérations, il y a des lignes d'informations qui s'ajoutent. Mais si, éventuellement, on a un gros projet et qu'on dépasse la capacité, ce qui va arriver, c'est que quand on va arriver à la dernière ligne, bien, la ligne suivante va remonter au début. Puis on va commencer à effacer les lignes du début de la console. Ce qu'on ne veut pas. Si on va avoir une trace complète de toutes les opérations qui ont été faites, bien, à ce moment-là, on a avantage à augmenter la capacité ici. Alors, je ne me rappelle pas quel est le nombre par défaut, mais moi, j'ai mis 100 000. Alors, vous écrivez 100 000 ici. Puis ensuite, il faut que le système se rappelle que c'est maintenant 100 000. Alors, il faut appliquer le changement, il faut l'actualiser. Donc là, vous allez avec votre souris dans la section gauche inférieure. Là, il y a deux icônes bleues. Il y en a un qui est triangulaire, le New Instance. On ne touche pas à ça pour l'instant. Celui qui m'intéresse, c'est Apply Global.
vous cliquez dessus. Puis c'est tout. Ensuite, on va remonter un peu plus haut jusqu'à Miscellaneous Image Window Settings. Alors, il se peut fort bien que, si vous regardez en bas ici, là, il y a toute une série de cases qui sont crochetées, dont probablement que la deuxième Use 24-bit Screen Transfer Function n'est pas cochée. Cochez-la. On va voir tantôt, c'est une façon de visualiser plus simplement, plus réalistiquement certaines images. Ça va ici. Alors là aussi, on applique en bas à gauche, Apply Global. Puis pour ça, c'est réglé. Maintenant, je veux fermer cette fenêtre-là. Alors, on va en haut à droite. Alors, j'ai deux icônes là aussi. Un qui ressemble à une table à pique-nique. C'est pour réduire. Si jamais je voulais la garder en référence puis la déplacer, la mettre ici, par exemple. OK. C'est pas le cas pour l'instant. Alors, maintenant, je veux la réouvrir. Je peux faire ça comme ça. Alors, je peux la refermer. Et si on veut s'en débarrasser, on clique sur X qui est Close. Et c'est réglé. L'autre, ensuite, il y a Format Explorer. Là, ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on représente correctement les images couleurs. Alors, vous allez dans RAW. Alors, il y a tous les formats d'images ici. Vous avez BMP, FITS, GIF, etc., JPEG, donc que je ne connais pas, PNG, ça on connaît bien, RAW, TIFF. Puis qu'est-ce qu'on a aussi? On a XISF, ça c'est le format classique ou particulier pour PixInsight. Mais celui qui m'intéresse, moi, c'est le RAW. OK. Alors, si on clique, on a des informations sur différentes extensions. Souvent, c'est pour les caméras DSLR, mais ça peut être pour les caméras aussi couleurs. OK. Puis là, vous double-cliquez sur RAW. Et là, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre avec Output Options. Bon, c'est ici là, que vous avez le choix de cliquer sur la deuxième ligne ou la troisième ligne. Si vous cochez la deuxième ligne, puis regardez en mettant votre souris, là, vous avez une bulle qui s'ouvre. Si vous cochez la deuxième ligne qui dit Create Raw RGB Image, votre image va s'afficher en couleur. OK, même avant de l'avoir débayerisée. Sinon, si vous cochez la troisième ligne Create Raw CFA Image, vous allez avoir une image couleur, mais qui va s'afficher en zone, en teinte de gris. Et ça, moi, à mon avis, c'est plus facile à visualiser. Alors, vous cochez cette case-là. Le reste, vous ne touchez à rien. Si par hasard, White Balance, là, les trois éléments qui sont là, Automatic White Balance, etc., le sont cochés, vous décochez ça. Alors, normalement, la fenêtre, là, devrait... Il y a un crochet Create Raw CFA Image. Et vous cochez OK. Puis là, vous cliquez n'importe où pour fermer l'autre fenêtre. Ça va, ça? Ensuite, il y a View ici qui va servir à aller chercher, par exemple, la plupart des process là, qui sont, ou les explorers là, qui sont sous forme de signets ici à gauche. Puis il y a d'autres éléments dont on va se servir éventuellement. Après ça, il y a un menu Images, où là aussi, il y a des opérations qu'on peut faire sur les images. Donc, on peut, au niveau de la géométrie, au niveau des espaces de couleurs, les extractions, Rescale, etc. Preview, on va voir ce que ça vaut, ce que c'est tantôt, les masques. D'accord, on va parler des masques aussi éventuellement. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, là, ce sont les deux autres colonnes. Ce qu'on appelle les process et ce qu'on appelle les scripts. C'est ça les outils. Alors, les process, si vous cliquez sur process, vous allez les voir regroupés en familles. Dans chaque famille, il y a un certain nombre de process. Là, il faut se rappeler celui que je cherche est dans quelle famille. Ou bien, vous allez dans All Processes, vous cochez, vous cliquez là-dessus, par exemple. Puis là, ils vont tous s'afficher en ordre alphabétique. Moi, je préfère cette façon-là. D'accord? D'affichage, là, ils sont en alphabétique et non pas regroupés là-dedans. Peut-être que vous allez vous habituer avec ça aussi. Ça, c'est laissé à votre discrétion. Ça va? Ensuite, vous avez aussi des scripts qui, eux, sont regroupés en famille. Mais là, il n'y en a pas énormément. Ceux qui vont m'intéresser, par exemple, dans Batch Processing, il y a le fameux Weighted Batch Pre-Processing. OK. Puis il y en a d'autres ici, là, Image Analysis, mais on va aller les chercher, les scripts, là,
au fur et à mesure au fur et à mesure du besoin, là, quand on va avoir besoin. Après ça, il y a les workspaces, mais pour l'instant, nous, ça nous intéresse plus ou moins. En fait, les workspaces, là, c'est relié aux carrés qui sont en bas, ici à gauche. Il y en a un qui est en jaune, c'est celui qui est ouvert. Mais on peut aussi travailler dans 3 autres workspaces. Il y en a 4 présentement, je peux en mettre plus si je veux aussi. Alors, il y a des gens qui vont faire certaines opérations dans un, qui vont essayer d'aller dans l'autre pour éviter que l'espace de travail soit surchargé. Ensuite, vous avez les Windows. C'est une façon de visualiser ou de regrouper les images là, en cascade ou différentes façons. Ici, là, ça, c'est pas vraiment... Je m'en sers un petit peu, mais pas beaucoup. Puis les ressources, surtout les ressources, c'est les updates. Alors, on peut faire un check updates pour voir s'il n'y a pas des nouveautés. Mais quand j'ai ouvert le logiciel, s'il y avait eu des updates, des mises à jour, il y aurait eu ici une icône qui serait apparue là. Alors, il n'y en a pas. Tout est beau. Ma version est la plus à date possible. Alors, puis ensuite, en dessous de ça, il y a aussi un toolbar où on retrouve les mêmes options, les mêmes outils que dans le menu, mais ça peut être plus rapide d'aller ici si vous savez où aller. Alors, première étape, on va ouvrir une image. On va dans File, Open. Et là, évidemment, quand on ouvre la première fois, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je vais aller dans PixInsight Documents, dans Formation, dans CAIC, 2023, GM33. Est-ce que j'ai mes datas ici? Non, ils ne sont pas là. Ils sont ici, les datas. Puis, mettons que, bon, j'ai des datas de dark flat, des dark, des flat. Ensuite, j'ai 2 séances d'accumulation de M33. Alors, je vais ouvrir le premier répertoire. J'en ai toute une série. Maintenant, je prends le premier, puis je l'ouvre. Voilà. Alors, le nom de l'image est ici. Bon, alors si j'enfonce le bouton de gauche, là, ma souris est à l'intérieur. Ma souris, évidemment, c'est plus une souris, là, c'est une croix. Alors ça m'indique que je suis à l'intérieur de l'image. J'ai le signet ici qui correspond au nom aussi de mon image. Si j'enfonce le bouton de gauche, il y a 3 chiffres qui apparaissent. X, Y, c'est les coordonnées dans mon image. Parce que là, j'ai une image. OK, si vous allez ici, là, en bas, un petit peu plus bas, faire attention. Mon image, c'est 4144 de large par 2822 de haut. Bon, elle est en 16 bits, elle a été transformée en échelle de gris. Puis elle a une dimension de 22.3 mégapixels. Bon, en fait, mégabyte, le mégabit ou encore meg. OK. Puis l'autre chiffre qui est, c'est le K. Puis en fait, quand je me promène ici, là, si vous remarquez les chiffres que je vois dans ma petite fenêtre ici, là, X, Y, K, vous les retrouvez aussi ici. Mais là, je ne peux pas faire les deux en même temps, là. Je fais ça ici, vous voyez, les chiffres se déplacent. Puis si je suis là, c'est les mêmes chiffres. Alors, le K, c'est l'intensité. Alors, en principe, c'est une image de 14 bits. Donc, mes intensités devraient varier entre 0 et 2 à la 14, autour de 16 000. Ici, j'ai 0.03. Donc, à peu près partout, 0.03. Peut-être un petit peu plus ici. OK, on voit qu'on est peut-être passé sur une étoile quelque part ici. Là, bon. Alors là, vous allez vous dire, ouais, 0.03 par rapport à 16 000, c'est pas beaucoup. Bon, premièrement, les intensités en PixInsight sont normalisées. Elles sont toutes converties entre 0 et 1. 1 est noir, 0 c'est noir, on commence. 0 c'est noir, 1 c'est blanc. Puis toutes les valeurs intermédiaires de gris, là, entre 0 et 1. Donc 0.03, c'est une valeur d'intensité qui correspond à peu près à 1/30e de la valeur maximale. Donc, il y a du data là-dedans. Ensuite, mettons qu'on veut vérifier. Alors, une façon de vérifier s'il y a de l'information ou pas, c'est avec l'histogramme. Et là, je m'adresse à des gens qui connaissent un peu l'astrophoto. Alors, l'histogramme, on va aller le chercher dans les process. Alors, je clique sur Process, All Processes. Histogramme, ça commence par quelle lettre? H. On vient ici, Histogram Transformation. On clique là-dessus. Bon, je vais l'amener parce qu'il était sur mon autre écran.
Et là, vous l'avez ici. Alors, la fenêtre qui m'intéresse, c'est la fenêtre du bas. Tantôt, on verra comment la fenêtre du haut fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de View Selected. J'ai le choix. Ou je vais chercher mon image ici. D'accord. Ou encore, je coche ou je clique sur le crochet qui est là, Track View. Même chose. Puis là, voyez-vous, il y en a un histogramme. Il y a de l'information, mais elle est toute tassée, elle est comprimée dans la section sombre, du côté obscur de la force, n'est-ce pas? On fait une joke, là. Alors, c'est pour ça qu'on voit rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'information, il y en a, mais elle est stretchée. En fait, elle est déstretchée. Elle est toute comprimée du côté obscur de l'image. Alors là, je vais tout simplement réduire ça. Puis, je vais essayer de voir si je ne pourrais pas stretcher l'image, mais de façon virtuelle ou visuelle. Je ne veux pas modifier l'information qui est à l'intérieur de mon image, mais simplement, je veux la voir. Alors pour ça, je vais aller chercher un autre process qui s'appelle Screen Transfer Function. Screen S. Ici, comme ça. Alors, on vient placer ça ici. Bon, là, il faut... On ne s'énervera pas, là, il y a beaucoup de boutons là-dedans. OK, puis en plus, là, à la limite, si vous voulez savoir à quoi ça sert, tous ces boutons-là, là, en bas, ici à droite, là, il y a plusieurs icônes. Bon, il y a le premier qui c'est Reset, le X. Ensuite, Track View. Je pourrais faire ça comme ça ici pour lui dire c'est cette image-là que je veux stretcher de façon visuelle. L'autre icône, c'est une espèce de petit dossier Browse Documentation. Alors, si je fais ça ici, là, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec toute l'information. Bon, le problème, c'est que si maintenant je mets ma souris ici, là, comme ça, la fenêtre se referme. Alors, je recommence. Puis là, vous venez en haut, complètement. Il y a plein de petits icônes encore, là. Le troisième ici, là, Stick, vous cliquez là-dessus. Là, vous avez beau faire ce que vous voulez, la fenêtre va rester ouverte. Puis là, vous pouvez scroller, puis aller voir, puis vous pouvez lire toute l'information qui est pertinente à ce process-là. Il n'y en a pas pour tous. Okay? Ce n'est pas tous les process qui ont une documentation. Alors, quand il y en a, profitez-en. Alors là, je vais cliquer à nouveau sur Unstick, puis ça disparaît. Alors, les deux boutons qui m'intéressent, moi, c'est la chaîne. Parce que là, on a une image RGB ici, hein? Même si elle est visuelle. Bon, pour l'instant, on ne la voit pas, là. Mais c'est une image RGB, il y a 3 couches, rouge, vert, bleu. Puis là, les 3 couches sont reliées ensemble. D'accord? Elles sont solidaires. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre bouton en dessous, le bouton radioactif, Auto Stretch. Je clique dessus. Et là, l'image apparaît. Pourtant, je n'ai pas changé la comment on dirait ça, l'intensité des pixels. C'est toujours 0.03. Mais je peux visualiser. Je vois que j'ai une galaxie ici. Si je me sers de ma roulette, je peux grossir. Je peux rapetisser l'image comme je veux. OK, on peut faire ça ici. Puis si je grossis assez, je vais voir même les photosites. Il y en a un ici, celui-là, 0.031. Il y en a un autre à côté ici, 0.0317, 3137, 3122, etc., etc. OK, donc on peut tout visualiser. Évidemment, mes étoiles avec un champ comme ça sont plutôt carrés, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Alors, on peut zoomer, on peut faire ça ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Je pourrais à la limite venir placer ma souris sur le signet à gauche qui donne le nom, puis je pourrais modifier le nom. Bouton de droite. Identifier. OK. Puis là, je pourrais l'appeler M33 espace RGB. Enter. Hop, il y a un problème. Il n'aime pas la façon dont j'ai écrit le nom qui est là. Bon, peut-être qu'il aimerait mieux que je mette un tiret. OK, donc je coche OK. Il n'aime pas ça non plus. En fait, le seul symbole qui me permet de faire un espace, c'est underscore, ici. Et là, ça fonctionne. Alors là, j'ai mon nouveau nom qui est là. OK. Je pourrais faire une... Bon, pour l'instant, ça va aller. Je pense que... OK, bon, mettons que j'aurais rapetissé ici mon image, puis que je voudrais que le cadre maintenant vienne s'ajuster. Je vais ici à gauche en bas.
la flèche qui est là, Fit View, ça fonctionne. L'autre élément en bas, c'est Zoom to Fit. Là, c'est plus grand un petit peu. On pourrait aussi en avoir un autre, je pense, qui est Zoom to Optimal Fit. Puis il y en a une quatrième, Zoom 1 pour 1. Ici, on a 1 pour 5. Le 1 pour 1, je pense que ça va être pas mal trop gros. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça c'est beau. Fait qu'ici, je pourrais réduire ça aussi. Et le tour est joué. Bon, tout est beau. Alors, je peux juste... Alors, j'ai le choix. Je peux réduire comme ceci. Normalement, on clique dessus pour l'activer parce que sinon, quand c'est gris, on ne voit rien. Alors, ça, c'est gris aussi. Puis, il y a une petite ligne verte ici pour me dire que... Oh, ça, c'est important. Mon image ici est linéaire. En ce sens que les chiffres qu'on a ici là, correspondent proportionnellement là, au nombre de photons qui ont frappé les photosites. D'accord? Puis le fait de voir que c'est linéaire, quand on regarde l'histogramme est complètement comprimé vers la gauche. Alors, donc je peux ici, si je clique là, on peut faire un Iconize. On va avoir ça ici. Si on double-clique, on va le réouvrir. OK. Je peux aussi cocher le deuxième shade. Là, c'est plus long. OK. Moi, je trouve que ça prend trop de place. Alors, je peux faire ça ici si je veux. Double-clic. Puis, évidemment, si je fais plus ici, probablement qu'on va prendre tout l'espace de travail. Et si je clique sur le X, bien évidemment, ça va fermer. On ne le perd pas parce qu'il est déjà sur le disque dur, là, mais on va le fermer. OK? Alors, mettons qu'on le ferme. On n'a pas besoin. Bon, là, est-ce qu'on est prêt à faire le pré-traitement? Ben, peut-être pas encore, là, parce que on n'a pas fait une opération que je considère fondamentale, c'est-à-dire examiner nos images. D'accord? Alors, pour ça, on va aller chercher un process qu'on appelle Blink. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir les images puis de les regarder une après l'autre pour voir s'il n'y aurait pas eu, par exemple, une image où les étoiles seraient dédoublées ou étirées parce qu'il y aurait eu un coup de vent, par exemple, ou quelque chose du genre. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des traces de satellites sur certaines images, mais c'est pas grave. On est capable de les enlever. Il peut même y avoir un avion qui va passer sur une de vos images. On va conserver l'image pour pouvoir l'intégrer aux autres. On peut la nettoyer. OK? Alors, quand on ouvre Blink ici, ben, le seul icône qui est actif, c'est l'espèce de dossier jaune Add Image Files. Alors, je clique ici. Puis là, on va aller... Bon, évidemment, il ouvre toujours dans PixInsight. Alors, on va aller ici à la main, retrouver les documents qu'on avait au début. Donc, moi, c'est Formation, Archaïque, 2023, Data. Puis là, on rouvre encore le premier répertoire, mais je ne les prendrai pas tous. En principe, on devrait regarder toutes les images, mais mettons que j'en prends quelques-unes comme ça ici. D'accord? Puis on les ouvre. Et elles sont déjà auto-stretch. D'accord? Mais là, l'auto-stretch est fait sur la première image, puis si je conserve l'état actuel, que je regarde les images subséquentes en cochant la flèche ici, Next Image, vous allez voir qu'il y a des gros changements au niveau de l'intensité. Alors, si je veux m'assurer que les images sont toutes stretchées individuellement, je vais cocher sur l'autre icône en haut ici, qui s'appelle Apply and Automatic Histogram Transformation to All Images. Chaque image va être stretchée indépendamment. Alors, je coche ici. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Et là, maintenant, ça c'est fait. Bon, je l'avais fait tantôt, là. Je n'ai pas piché. Alors maintenant, bon, ça a été refait, ça. Bon, on recommence. Alors, normalement, ça marche. Et là, toutes nos images... Bon, évidemment, la galaxie n'est pas tout à fait... est pas identique, mais le fond de ciel est quand même passablement semblable. Alors, on fait cet exercice-là pour toutes les images. Light, pour toutes les... On peut regarder les flats, les dark, les dark flats aussi.
Quand on est content, on vient ici au troisième icône qui dit Close All Images. Il faut faire ça, sinon les images vont rester en mémoire puis ça va ralentir votre système. On ferme ça ici. Lui, on peut le garder. Shade. OK. Puis on peut l'amener ici. Comme ça. Bon. Jusqu'à date, ça va bien. Vous me suivez. Alors, on est prêt maintenant à travailler avec le script. Donc, je vais aller dans Script. Batch Processing. Alors, il y a plein de batch machin et chouette et à gauche et à droite. Celui qui m'intéresse, c'est le dernier. Weighted Batch Pre-Processing. Et je clique dessus. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il s'ouvre. Bon, probablement que mon ordinateur qui date de 10 ans commence à avoir un peu de difficulté. Puis probablement que vous allez entendre aussi un bruit de fond qui va apparaître parce que mes ventilateurs, de temps en temps, se décident à refroidir le tout. Bon, alors ça c'est ma fenêtre la fenêtre du Batch Pre-Processing. Si je me place ici complètement à droite, vous voyez la flèche se dédouble. Je peux étirer le tout. Puis je vais faire un reset. En bas, complètement à peu près au centre. On clique là-dessus, il nous dit OK. Alors, Reset All Parameters, Clear All File List, et voilà. Donc, on est dans l'état initial, tout est beau. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une grande fenêtre à gauche. Il y a une espèce de zone intermédiaire au centre. Puis il y a une autre fenêtre à droite. On va les regarder une après l'autre. Là, on va faire les choses dans l'ordre aussi normal pour insérer l'information dans les différentes cases. Alors, en haut, j'ai des signets. Bias. Alors, si on a des bias, ils vont apparaître ici. Des dark, des flat, des light. Et puis, remarquez que pour les bias, regardez ici au centre, ce qu'on va faire pour les bias, on a Image Integration. L'intégration, la compilation des bias. Pour les dark, Image Integration, la même chose. Pour les flat, Image Integration, la même chose. Et pour les light, évidemment, on a plus d'options. Il y a plus d'éléments qu'on peut cocher ou pas cocher, ça dépend de ce qu'on veut faire. On va essayer d'utiliser le maximum des outils qui sont présents ici. Et Calibration, à ce moment-là, on a une ligne pour les bias, l'espace pour les dark, l'espace pour les flat, l'espace pour les light. Bon, pour l'instant, on n'a rien sélectionné. Alors, si votre logiciel d'acquisition vous permet d'identifier correctement les light, les flat, les dark, il y a une façon très simple et rapide d'aller chercher tous les éléments, c'est ici en cochant Directory. Alors on coche ici. On va aller effectivement dans Cahic 2023 M33 Data. Puis là, moi, tout est identifié. Alors, une chose qu'on aurait dû faire peut-être, c'est de regarder le FITS-Header, mais bon, on le regardera tantôt. Alors là, si je sélectionne le dossier, c'est-à-dire tout ça, là, comme ça ici, mon système va aller chercher toutes les images. Il y en a répertorié 134. OK. Alors là-dedans, il y a des light, il y a des flat, il y a plein de choses. OK. Il en a pris 133, puis il en a trouvé 133. Excellent. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé deux séries de dark. Alors, si je regarde des dark ici, il a trouvé des dark de 180 secondes, puis il a trouvé des dark de 3 secondes. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a trouvé aussi? Il a trouvé des flats. 25 flats. De 3 secondes. Puis vous vous rappelez, j'ai des dark ici de 3 secondes. Donc, j'ai des dark flat pour les flats qui sont là. Des light, j'en ai 63 de 180 secondes. Puis j'ai des dark de 180 secondes. Donc, à date, là, ça semble pas mal intéressant mon histoire. Donc, ce qui m'intéresse, la façon la plus simple de vérifier que tout est
correct, on y reviendra après avec les lights, là, c'est calibration. Alors, si je coche la ligne ici, 1, 20 dark de 180 secondes, remarquez que la ligne des lights ici est devenue plus foncée. Alors, ça veut dire que ces darks-là sont associés à ces lights-là. Même durée, même température aussi. Si au contraire, je coche sur les dark de 3 secondes, c'est la ligne des flats de 3 secondes qui est cochée. Intéressant. Je vais maintenant cliquer sur la ligne des flats. Puis là, il se passe trois choses. En fait, les flats des dark de 3 secondes deviennent verts, c'est-à-dire qu'ils sont associés aux flats de 3 secondes. Puis la ligne aussi des lights va s'allumer pour dire que les flats vont être utilisés pour calibrer les lights. Donc, il y a un lien entre les deux aussi, là. Ça va pour ça? OK. Puis si je coche sur la ligne des lights, ben, la ligne des flats devient verte, puis la ligne des dark devient verte. Donc, il semblerait que tout est cohérent. Ça va? Alors, on va regarder les flats pour commencer. Bon, 3 secondes, il n'y a pas de filtre couleur normal, là. Bon, j'ai peut-être mis un filtre UV IR-Cut, mais pour lui, c'est pas important. Alors, il a coché status, c'est beau. Il va utiliser des dark, il n'y a pas de bias, c'est bien beau. Optimize dark, non. Parce que la durée des flats est la même que la durée de ces dark flats. Ça, c'est important. Il faut que les durées soient les mêmes. Avec CMOS, là, surtout. CCD, c'est moins important, mais du CMOS, il faut. Ensuite, CFA Images, non. Là, il y a un problème, là. Il n'a pas identifié ou il ne s'est pas rendu compte que mon image était couleur. Alors là, il faut que je lui dise. Je lui dis où? On va aller du côté central ici. CFA Image Settings. Alors, je vais cocher CFA Images. Et là, vous voyez, CFA Images, yes. Ensuite, Separate CFA Flat Scaling Factors. Donc, on se rappelle, une image couleur, il y a 3 couches. Donc, il va appliquer le flat. En fait, il va séparer le flat en 3 éléments. Puis, on va calibrer à ce moment-là chaque couche du light, là, séparément. C'est ce qui est peut-être le mieux à faire. Alors, on coche ici. Donc, CFA Scaling, yes. Bon, Apply to all frame. To all flat frames, on n'a pas besoin de cocher, on peut le faire aussi. C'est comme s'il y avait par exemple plusieurs types de flats. Mettons que vous auriez une caméra monochrome avec des flats pour le rouge, le vert, le bleu, la luminance, le H-alpha. Ben là, vous auriez écrit ça ici. Ben en fait, on n'aurait pas écrit yes pour ça, là. Mais, bon, ou mettons que vous auriez plusieurs caméras couleurs différentes. OK, avec des flats différents. Là, on pourrait à ce moment-là dire qu'on applique les deux ici. Mais ce qui est intéressant, c'est Calibration Diagram. Alors, le diagramme me montre ce qui va se passer. On prend un flat de 3 secondes, on lui enlève le Master Dark Flat de 3 secondes, et on obtient un flat calibré de 3 secondes. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui va se passer. Tout le monde est content. Parfait. Maintenant, on y va avec les lights. Alors, 180 secondes. Les dark de 180 secondes, ici en vert, se sont allumés. C'est beau. Alors, pas de bias, les darks sont beaux. Oh, mais il me dit qu'il n'y a pas de flat. D'accord, mais pourtant j'en ai des flats. Là, il y a un problème. Pourquoi? On va aller plus loin ici, là. CFA Images, non. Il n'a pas reconnu non plus que mes lights étaient couleurs. Ben, je pense qu'il faut lui dire. Et là, où est-ce qu'on va? Au centre. CFA Settings, CFA Images. Et là, là, maintenant, les flats s'allument en vert. Donc, parce qu'on ne peut pas calibrer, on ne peut pas utiliser des flats couleurs avec des images qui ne sont pas couleurs. Voilà. La suite, le pattern de mosaïque. Alors, des patterns, ici, il y en a plusieurs. Tantôt, là, je vais rajouter une vidéo pour vous montrer comment on fait pour choisir la bonne. Bon, il y a différentes façons. Si vous le savez déjà, vous l'écrivez. Moi, je le sais que c'est RGGB, donc
Il se peut que dans le fit setter, ce soit écrit. À ce moment-là, vous utilisez auto, il va le lire, mais on n'est jamais sûr. Là, alors, quand on n'est pas sûr, on l'écrit. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous allez sur Internet aussi. Vous pouvez sélectionner votre caméra avec les caractéristiques, puis vous allez avoir la mosaïque de Bayer. Sinon, ben à ce moment-là, on verra dans une vidéo supplémentaire comment trouver la bonne mosaïque pour votre caméra. Il y a moyen de le faire, c'est pas compliqué. Ici, on peut regarder aussi le diagramme de calibration. Alors, mon light ici, on va soustraire le master dark, soustraction. On prend le master flat, on va diviser cette image-là ici là, par le master flat et on va obtenir une image calibrée. C'est ce qu'on veut et c'est ce qui va se passer. Bon, il y a une chose qui n'a pas été faite encore, c'est la correction cosmétique qui est intégrée dans le WBPP. Il y a un X ici. Parce que quand on regarde la section centrale, encore une fois, les autres sections, on n'y touche pas, là. Quand on regarde la section centrale ici, template, pour la correction cosmétique, none, il n'y en a pas. Mais à ce moment, pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas créé encore. On aurait peut-être dû la créer avant, mais on ne l'a pas fait. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Alors pour ça, on se rappelle, en fait, où on se fie à ce qu'on a entendu, c'est que la correction cosmétique, c'est un process. Alors on vient dans process ici, on veut ouvrir le process. Tantôt, on pouvait les ouvrir, les process. Maintenant, on ne peut pas parce qu'un script est ouvert. Un script a cette manie de prendre le contrôle et d'empêcher toute autre opération. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir qu'on sauve WBPP, qu'on le ferme, qu'on aille chercher notre process et qu'on réouvre WBPP. C'est pas un problème, ça. Alors donc, pour sauver WBPP, on va venir avec notre souris complètement à gauche en bas sur le New Instance, le triangle bleu. J'enfonce le bouton de gauche et je drague. Il y a une espèce de petit S style Superman là, qui apparaît et on relâche. Et là ensuite, on peut venir fermer avec le X en haut à droite ou cliquer sur Exit, un des deux, c'est la même chose. Mettons que je fais ça comme ça. Là, je peux renommer mon process parce que process 1, 2, 3, 4, 5, on ne saura pas lequel est lequel. Donc, bouton de droite. Set Icon Identifier et on va écrire WBPP. Ok, bon, ça peut être underscore M33, mettons là. Quelque chose comme ça. Ok. Puis là, je vais venir le placer en réserve en haut à droite. Bon, on a fait ça parce qu'on voulait utiliser le Cosmetic Correction. Alors, je vais ouvrir Process, All Processes. Cosmetic Correction, ça commence par un C. Ici. Et là, on pourrait appliquer la correction cosmétique manuellement à chacune des images, mais on va l'intégrer plutôt dans WBPP. Donc, deux choses à faire. Premièrement, CFA. Il faut lui dire que c'est une image couleur parce que sinon, il ne pourra pas l'utiliser. Ensuite, la détection des pixels chauds, des colonnes défectueuses là, se fait à partir d'une des... En fait, ça peut être les trois étapes qui sont là. C'est-à-dire, si on a un Master Dark, on peut l'utiliser pour détecter, identifier les pixels chauds. On n'en a pas. On peut utiliser aussi le Auto-Detect. Ça pourrait être une bonne idée. Ou encore un Defect List, mais ça aussi, c'est plus compliqué. Mais si on regarde les Dark, puis on a regardé notre image tantôt, il n'y avait pas de colonne défectueuse, donc on n'a pas besoin. Alors, le minimum qu'on peut faire, c'est Use Auto-Detect. Et on coche les deux ici. Hot Sigma, Cold Sigma. Le premier est à 3, le deuxième est à 4. Je vous expliquerai dans quelques instants là, pourquoi on choisit ces valeurs-là. Et là, on va sauver le template. Encore une fois, je viens placer ma souris sur le New Instance. J'enfonce le bouton de gauche, on drague. Il y a un petit plus qui apparaît, on relâche. Et on ferme. Avec le X en haut, le Close. Et là, on va le nommer. Alors, on monte ici, Set Icon Identifier, puis on va l'appeler Cosmetic Correction. Cosmetic,
C-O-R-R, c'est cute, ça, pas trop. On aurait pu l'écrire aussi CC, c'est plus court. Et voilà. Donc, ça, c'est réglé ici. Comme ça. Là, il faut réouvrir maintenant le WBPP. Alors, le Cosmetic Correction, là, si je reclique dessus ici, là, tout ce que j'ai écrit, là, et toute l'information est là-dedans, là. D'accord? C'est pas parce que j'ai fermé la fenêtre ici que j'ai tout perdu. Tout est là. Alors, clic. Là, pour ouvrir le WBPP, je pourrais faire un double clic, mais il y a une façon plus simple aussi, ou en fait plus rapide. Bouton de droite, Execute in the Global Context. Et là, éventuellement, notre fenêtre de WBPP devrait s'ouvrir si mon disque dur externe peut se réveiller. Ça ne devrait pas être très très long. Bon, les ventilateurs qui se remettent à souffler. Et voilà. On va réouvrir la fenêtre. On va l'étirer un peu pour s'assurer qu'on voit tout le contenu. Et voilà. Là, ça c'est beau. Bon, on est correct comme ça. Alors, remarquez que tout ce qu'on avait ici, là, les darks sont là, les flats sont là, les lights sont là, calibration est là, tout. OK, CFA Image, yes, ici pour CFA Scaling, le type RGGB pour CFA Images, c'est beau. Puis la correction cosmétique maintenant, là, il faut évidemment cliquer sur les lights. Je reviens au centre, Cosmetic Correction, et là, si je coche, ici, j'ai None, mais j'ai aussi Cosmetic Core. On clique dessus, et voilà. Donc, dans sa séquence d'opération, il va faire la correction cosmétique. On n'a pas besoin de faire Apply parce qu'il y a simplement une ligne ici. Bon, Calibration, Settings, Dark, Flat, il va choisir les bons. On a vu qu'il allait les choisir correctement, OK? Les flats à 3 secondes, puis les dark à 180 secondes. Le pedestal setting, on ne touche pas à ça. C'est surtout avec des narrow bands, là, mais là, on n'a pas besoin. Donc, il semble que tout semble beau. Dans la colonne suivante, Select ici, Presets, c'est pour l'efficacité du calcul puis des opérations. Moi, j'utilise le Maximum Quality with no compromises. Apply. D'accord. Bon, si on avait plusieurs nuits, plusieurs séquences avec différents settings, on pourrait utiliser ça. Mais ça, dans le cas d'une introduction, là, on ne touche pas à ça. Les options, c'est beau. On peut purger le cache. Ça va aller plus vite. On va lui laisser choisir l'image de référence pour l'alignement. On va le voir dans quelques instants quand on va regarder les lights. Ensuite, Output Directory. Ah, là, j'en ai pas. Si par exemple, je faisais le diagnostic ici, là, il me dirait en rouge que j'ai une erreur. Je n'ai pas spécifié le répertoire dans lequel il va déposer le résultat de toutes les opérations là, avec le light. D'accord? Donc, il faut que je spécifie un répertoire. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans répertoire ici, pays débutant. Ben, ce qu'on peut peut-être faire à ce moment-là, c'est créer un répertoire. Je vais l'appeler WBPP underscore archaïque. N'est-ce pas? Ça serait cute, ça. Bon, c'est beau. Voilà. Donc, si je sélectionne ici M33, archaïque 23, débutant, WBPP archaïque, on sélectionne le répertoire, puis voilà, c'est réglé. Tout est fait ici. Bon, tout ce qui manque maintenant, c'est, en fait, les dark, on se rappelle, là, il va faire une moyenne des dark pour retrouver un master dark. Puis la réjection d'algorithme, éventuellement, pour enlever les pixels qui n'ont pas d'allure, là, il va choisir lui-même sa méthode. On en reparlera tantôt. Les flats, même chose. Et la seule chose, c'est que si jamais vous utilisez vous faites des sky flats dans le ciel, puis qui passe un avion ou une satellite, ou que éventuellement vous avez quand même des images d'étoiles qui sont un petit peu étirées, vous allez cocher ceci pour éventuellement enlever ces traces-là. Si vous utilisez un flatbox ou une plaque électroluminescente, ben vous ne touchez pas à ça. Pour les lights maintenant, bon, on regarde ici les options. Bon, subframe weighting, qu'on a dit, c'est qu'il allait évaluer la qualité de chacune des images pour leur donner un poids.
on laisse cocher. C'est bien beau. L'alignement des étoiles, ou l'alignement des images sur les étoiles. Ici, vous avez les paramètres. Vous le laissez aller. Ces paramètres par défaut là, sont super efficaces, il n'y a aucun problème. À moins d'avoir des étoiles qui sont toutes étirées, là, à ce moment-là, vous recommencez votre acquisition. Il peut faire aussi l'Astrometric Solution, ce qu'on appelle communément un plate solve. Bon, moi, par défaut, je ne le fais pas, je vais le faire plus tard. Ça va réduire le temps aussi de travail, donc j'enlève ça ici. La normalisation, Local Normalization. En fait, en deux mots, là, c'est que ici, il a évalué la qualité des images, et puis, évidemment, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors, comme on le disait tantôt, il se peut que durant toutes vos heures d'acquisition, bon, il y a la pollution lumineuse, par exemple, a changé. La lune s'est levée, il y a un peu plus d'humidité, etc. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va examiner toutes vos images, puis il va choisir celle où le gradient de pollution lumineuse est le plus simple. Il va comparer ensuite toutes les images à ce gradient simple, là, puis il va enlever la différence. De telle sorte que quand on va intégrer les images, on va avoir quand même un gradient de pollution, mais il va être plus simple, plus facile à enlever. Alors ça, je le laisse. Le Interactive Mode, touchez pas à ça, parce que sinon, il va arrêter de faire son travail, puis il va vous poser des questions, il va vous demander quelle image tu veux qu'on choisisse, etc. Donc, moi, je le laisse aller, là, il fait son travail, il sait quoi faire. Après ça, l'intégration. Ici, il y a différentes méthodes, encore une fois. Évidemment, la méthode de base de la combinaison, c'est Average. On verra tantôt qu'il y a différentes façons de rejeter les éléments indésirables. Je vais le laisser choisir. En fait, il va choisir parmi les différentes options ici l'algorithme qui est le plus performant en fonction du nombre d'images. Moi, j'en ai 63 là. Bon, si j'en avais 5-6, il ne choisirait pas le même algorithme. Okay, donc les algorithmes selon le nombre, avec des outils mathématiques et statistiques, ils s'arrangent pour que ce soit le plus efficace possible compte tenu d'un certain domaine de nombre. Alors, là, avec le plus grand nombre, il va choisir probablement le Generalized Extreme Studentize ou Windsorite. C'est à peu près les deux plus efficaces, avec une quantité d'images comme celle-là. Mais je vais le laisser faire. Puis évidemment, en fonction de ce qu'il va choisir comme outil ou comme algorithme, il y a des paramètres ici qu'on peut fixer. Mais les paramètres par défaut sont excellents aussi. Autre chose, dernière, pour finir, si jamais il y a des traces de satellite, ça il peut en avoir, on va cocher I ici pour lui permettre ou l'aider à enlever les traces de satellite sur l'image finale. C'est une forme de réjection aussi, dans son intégration. Alors, une fois qu'on a fait ça, la calibration et tout est beau. Le post-calibration, tout simplement, c'est qu'il me dit qu'il va, à la fin, on va avoir une image RGB. Tout simplement, le pipeline, les différentes étapes ici. Il va même faire un autocrop. Je vais le laisser faire. Si jamais je trouve que son autocrop n'est pas à mon goût, j'en ferai un autre. C'est beau? Ça ne sera pas bien lourd, ça prend quelques millisecondes. Alors, ceci étant dit, on va regarder le diagnostic ici. Donc, les bias, il n'y en a pas. Ça, c'est pas un problème, on n'en veut pas, parce qu'on a des dark flat, puis des dark. Puis là, il nous dit aussi quel est l'espace mémoire dont il va avoir besoin pour faire son travail. Pas de problème, ça semble beau. On lui dit OK. Et là, on lui dit Run. Et il va réafficher la même chose. Et puis après ça, on va dire Continue. Alors là, il y a une boîte qui s'affiche. Le Process Console va vous afficher toutes les opérations qui vont se faire. Alors là, présentement, là, on est en train de faire l'intégration des Dark Frame de 180 secondes. On voit le compteur du temps ici qui avance. On entend peut-être mes fans qui commencent à rouler. Alors, je vais le laisser faire probablement, je vais se rendre à la deuxième étape ici. Puis après ça, je vais probablement faire une pause sur mon vidéo. Puis on continuera quand le script aura fait son travail au complet. J'en ai probablement pour une bonne demi-heure. Alors, vous voyez, l'intégration des Dark Frame de 180 secondes a pris 42 secondes. C'est fait.
Alors, il travaille maintenant sur l'intégration des dark frames de 3 secondes, des dark flat. Puis il va continuer comme ça, étape par étape. Alors, on va s'arrêter ici. Alors, je prends une pause, puis quand le tout sera terminé, je reviens et on va examiner le résultat du travail du script WBPP. Alors, à tantôt. Alors voilà, le script WBPP a terminé son travail. Alors, lorsque le script a terminé, on voit apparaître ici une première fenêtre qu'on appelle le WBPP Execution Monitor. Et on retrouve la liste des activités qui ont été faites, donc l'intégration des dark flat, la calibration des flats, l'intégration des flats, la calibration des lights, la correction cosmétique, le debayer, puis à côté évidemment on voit le succès, la durée. Après ça, bon, les éléments, les images ont été examinées. Ensuite, une référence pour l'alignement, la registration. Après ça, ici, le Local Normalization, où on a préparé la référence, puis ensuite, on a appliqué l'étude des gradients à toutes les images, l'intégration, le crop, et c'est réglé. Alors, pour se garder une trace de cet objet-là, parce que si je clique sur Done ici, je vais le perdre. Alors, je vais utiliser ici la capture d'écran. Donc l'image rectangulaire, je vais juste tasser ça un tout petit peu. Là, je vais sélectionner cette image-là. Puis je vais la sauver dans mon WBPP archaïque. On devrait se retrouver ici. Formation archaïque 2023. Pays débutant WBPP. Puis là, je vais l'appeler WBPP underscore. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Execution Monitor. ITOR. C'est une image en JPEG. On enregistre. Je ferme. Et je clique sur Done. Et là maintenant, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le Smart Report. C'est une liste des informations quant à chaque étape. Alors on dit quelle méthode de réjection a été utilisée pour créer par exemple le Master Dark de 180 secondes. Et tout. Alors on a les différentes étapes. Tout est là. Alors ça, on peut le sauver pour le retrouver ensuite sous forme d'un format texte. Là. Alors, je fais Save ici. Je vais le sauver dans WBPP archaïque. Il y a déjà un nom en format texte. Alors, je vais l'enregistrer aussi. Et Done. Une fois que c'est fait, là, la fenêtre maintenant de WBPP va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, on sait qu'on a créé, en fait, on va le voir, là, du côté des bias, il n'y a rien. Mais remarquez ici, du côté des dark, on a maintenant des Master Dark de 183 secondes. C'est ce qui devait être fait. Master Flat. Alors, on le voit ici. Les deux Master Dark. Les Master Flat. Puis du côté des light, il n'y a rien de spécial. Alors, si on est content de ceci, pour se garder une trace, on va le sauver. On se rappelle. On va cliquer sur le New Instance. Là, évidemment, je peux pas le nommer. Je dois fermer le script absolument. Exit. Là, ce que je vais faire pour commencer, puisque le WBPP ici va remplacer l'ancien, mais je vais commencer par sauver ou effacer le WBPP M33. Donc, bouton de droite, Delete. Il est ici, bouton de droite, Icon Identifier. Donc, lui, je vais l'appeler WBPP underscore M33. On pourrait même rajouter RGB si on veut. Voilà. Alors là, je vais me placer à côté de l'autre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a créé comme dans le WBPP, dans ce répertoire qu'on a créé tantôt?
Bon, là, on a le choix. On peut aller voir, mettons qu'on va voir ici. D'accord? Alors, WBPP archaïque. Alors, il y a des nouveaux répertoires qui ont été créés qui correspondent à chacune des étapes là, du processus. Donc, au départ, on a calibré les images. Alors, double-clic, on a calibré les flats. Ce qui fait qu'on a ajouté au nom des flats C pour calibrer. Et on va avoir la même chose pour les lights. On a un C partout. D'accord, donc ça c'est réglé. L'étape suivante, Cosmetize. Ce sont les lights qui sont cosmétisés. On a réduit le nombre de pixels chauds et d'artefacts. Donc on avait C pour la calibration, CC pour la correction cosmétique. Ensuite, Debayer, on rajoute un D pour dire que maintenant on a associé les bons filtres ou les bonnes couleurs aux bons filtres pour avoir éventuellement les bonnes couleurs des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, tout ça. L'étape suivante, Registered, les images ont été alignées. Je vais juste les classer par taille. Alors on a un R ici, donc calibré C, CC Cosmetic Correction, D c'est-à-dire Debayer, R Registered. J'en ai une autre série après, là, beaucoup moins. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le drizzle, mais pour, dans le cadre d'une introduction au PixInsight, on oublie ça, là, on n'en parle pas. Et finalement, Master. On va tasser un petit peu. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est le Master Dark de 3 secondes, Master Dark de 180 secondes, Master Flat de 3 secondes, mais c'est pas écrit, mais on le sait, le Master Light RGB, puis le Autocrop. Puis évidemment, ici, on en a un autre Master Light, mais ça, c'est la combinaison des meilleures images pour la référence, pour l'activité ou le Local Normalization. Alors, c'est sûr qu'on pourrait ouvrir chacun de ces éléments-là, mais là, ce qui m'intéresse, moi, davantage, c'est par exemple le Master Light. On va l'ouvrir tantôt. Okay? Donc là, on a vu ce qu'il y avait dans chacun. Je vais tout simplement réduire ici, puis je vais aller dans le File, et là, je vais ouvrir. Donc là, je vais dans Archaïque 2023, pays débutant, WIC, et Master. Et là, celui-ci, l'intégration, le résultat final. Bon, là, je vais ouvrir 3 objets. Il y a 3 images qui s'ouvrent. OK, on se rappelle quand on a dans la correction cosmétique ici, là, on a Hot Sigma et Cold Sigma, c'est-à-dire qu'on va éventuellement identifier dans cette image-ci les pixels qui sont rejetés. On voit pas grand-chose, donc c'est bon signe, d'accord. On va l'enlever. On rejette aussi les pixels froids. On voit pas grand-chose non plus, ce qui est bon signe. Et finalement, on a ici l'intégration. Donc, on va ouvrir Stream Transfer Function. Et on va cliquer Auto Stretch. Et voilà. On a une image, évidemment, qui est verte ici. Est-ce que c'est grave? Non. On se rappelle, dans un bloc de 2 pixels par 2 pixels, on a 2 pixels verts, un rouge et un bleu. Alors, pourquoi c'est vert? C'est parce qu'on a stretché ou on a déplacé les 3 canaux également. Puis évidemment, le vert est beaucoup plus prédominant. Mais si je désolidarise et je décoche la chaîne et que je refais auto-stretch, là j'obtiens un résultat qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus réaliste. On voit la galaxie, on voit les étoiles, évidemment il y a du bruit, c'est normal. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Non, attendez. Je vais réduire ça ici. Ok, je l'enlève. Puis je me promène. Ok, mettons que je me place ici. Les intensités là, de rouge, 0.00063, le vert 0,0178, puis le bleu 0,0138. Ok, ce qui fait que quand on stretch, auto-stretch avec
les canaux solidaires, on a une variante importante de vert. Si maintenant je fais un auto-stretch en ayant désolidarisé, j'ai une visualisation beaucoup plus réaliste, mais si je place encore une fois mon curseur ici, j'ai à peu près les mêmes chiffres qu'avant. C'est normal, on n'a rien changé. OK, puis à la limite, là, si on regardait l'histogram transformation de cet objet-là, on vient de voir apparaître l'histogramme, il est complètement tassé sur le côté gauche où c'est noir. Donc c'est normal qu'on ne voit rien là. D'accord avec ça? Alors donc, là, le pré-traitement est terminé. Ce qui va nous rester à faire, ça va être de traiter cette image-là ici. Mais avant de faire ça, je vais vous offrir deux autres petites vidéos. Une première petite vidéo qui va vous montrer comment trouver la bonne mosaïque de la matrice de Bayer pour votre image, votre caméra. Et une autre vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par la notion de réjection, les fameux sigma high, sigma low, qu'est-ce qu'on entend par ça. Et par la suite, on pourra commencer le traitement dans une autre vidéo subséquente. Alors voilà, donc on se revoit un peu plus tard pour la suite avec une vidéo sur le D-Bayer. Alors à bientôt!